Bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée aux 49 soldats ivoiriens. Pour en parler, nous recevons sur le plateau de A12 Télévision François Conan, journaliste consultant, enseignant-chercheur à l'université de Cocody. Bonsoir François. Bonsoir madame. Et bienvenue sur le plateau de A12 Télévision. Merci beaucoup. Alors, nous vous recevons dans le cadre de l'épilogue concernant le retour des 46 soldats ivoiriens. Et quelle lecture faites-vous de cette affaire? Je dirais qu'on vient de très loin, parce que ce n'était pas donné. La situation était assez délicate. On a vu un peu les interventions de part et d'autre des deux pays. On se rappelle l'intervention fracassante du Premier ministre malien à l'ONU, qui a ému un peu le monde entier. Mais aujourd'hui, nous sommes là, à accueillir les soldats. On n'avait plus l'espoir. Parce que quand même plus de 6 mois, 6 mois à l'extérieur, dans un pays étranger. Et c'est le cadeau de 2023. De 2023 pour la nouvelle année. Voilà. Et tout le monde est soulagé finalement. La Côte d'Ivoire, le monde entier. Tout à fait. Voilà. Et l'Afrique aujourd'hui est fière que la tension soit aujourd'hui assez, en tout cas, assez basse aujourd'hui. Assez apaisée. Apaisée, tout à fait. Alors, avec l'implication active des chefs d'État de la région, la résolution de cette crise par des voies diplomatiques était-elle garantie? Ce n'était pas assez garanti quand même, hein, parce que ça aurait pu aller plus vite. Voilà. 6 mois, il y a eu des moments de tâtonnement. Hein. Je crois que ça n'a pas été facile. C'est la première fois que la CEDEAO a été confrontée à un tel défi. Mais finalement... On peut dire que le défi a été relevé. Oui. Et que la CEDEAO a pu reprendre le poids de la bête. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Je pense que tout le monde doit être félicité. Le gouvernement ivoirien, le gouvernement malien, mais aussi le peuple ivoirien qui a été patient, qui n'a pas acculé le gouvernement. Tout à fait. Parce qu'on voyait, en tout cas, le mal, la douleur des familles. Aujourd'hui, tout le monde a été patient. Et le résultat est là. Et pensez-vous la Côte d'Ivoire que... montre une fois encore qu'elle est un pays particulier quand même. Très bien, je voulais en venir. Pensez-vous que cette diplomatie a été particulière, peut-être parce que la Côte d'Ivoire a toujours été une terre de dialogue? Oui, on a une culture de paix et ça fait que devant une situation assez compliquée, on a une attitude de paix et ce qui fait qu'on ne jette pas de l'huile sur le feu. Et on a vu la patience du gouvernement. Et aujourd'hui, le résultat est là. La Côte d'Ivoire, quand même, maintient à son niveau de pays de paix. Et nous en sommes contents et fiers. Nous en sommes contents et fiers. Quelle lecture faites-vous du verdict prononcé par la justice malienne à l'encontre des 49 soldats? C'était assez lourd. C'était assez lourd parce que c'est extrêmement... C'est comme des gens qu'on traite de mercenaires avec tous les attributs, toutes les qualifications. Mais derrière, on sentait qu'ils voulaient monter un peu les enchères pour obtenir quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Finalement, le résultat est là. Peut-être qu'ils avaient des idées derrière la tête. Peut-être, on n'est pas très sûr. Hein? On n'est pas très sûr. Hein. Mais est-ce qu'on ne peut pas parler dans ce cas-là peut-être de justice? Est-ce qu'il ne fallait pas permettre à la justice malienne d'aller jusqu'au bout? Mais c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Donc ça se comprend un peu là, ça se quelque comprend, part. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Mais je crois que tous les politiciens sont comme ça. C'est-à-dire pour ne pas se voir un peu ridicule devant une situation, il faut aller jusqu'au bout et puis dire que bon, c'est le président qui gracie les accusés. Donc vous voyez que la stratégie est toute trouvée. Donc il fallait aller jusqu'au bout pour obtenir. Vous avez vu que quand la CEDEAO a lancé un ultimatum, bon, c'est vrai que ça n'a pas été respecté. Vous avez vu la précipitation avec laquelle ils ont mis en place la cour spéciale pour justement juger rapidement. J'aimerais qu'on insiste un peu sur l'ultimatum de la CEDEAO. Finalement, elle a été ignorée. Ignorée parce que j'ai l'impression que la CEDEAO même commence à perdre un peu de sa vigueur parce qu'il y a plein de décisions que la CEDEAO prend. J'ai l'impression que les politiques africaines n'ont plus peur des sanctions, de la pression de la CEDEAO. Je ne sais pas ce que c'est. Mais avec aujourd'hui,
une crise au Mali, une crise au Burkina, une crise en Guinée, par le fait des coups d'État. Si la CEDEAO était autant assez forte, certaines situations seraient évitées. Je pense qu'on doit un peu revoir le fonctionnement de cette CEDEAO-là. Parce que vous estimez que la CEDEAO est affaiblie depuis un certain moment. Depuis un certain moment. Parce que je ne sais pas si les défis nombreux qu'il assaillent la CEDEAO au niveau de l'Afrique lui enlève toute possibilité, tout dynamisme. Donc aujourd'hui, la CEDEAO doit se revoir. Voilà. Mais dans la déclaration du président bissau-guinéen, qui notamment d'abord a parlé des sanctions, ensuite qui est revenu sur le fait que ces sanctions-là n'allaient pas être mises en œuvre, qu'est-ce que vous pouvez dire? C'est ça la politique. Oui. C'est vrai, c'est le marteau et l'enclume. On essaie de mettre la pression, mais on ne va pas jusqu'au bout. Parce que finalement, on ne veut pas créer une crise plus grande que ce qui existe déjà. Donc, je pense que c'est des mesures de sagesse en fin de compte, finalement. Est-ce que vous voulez dire qu'en réalité, c'était toute une stratégie qui était orchestrée? C'est ce que vous essayez de nous dire? Tout ce qui s'est passé du côté malien comme du côté de la CEDEAO, c'est des combats de stratégie. Des combats de stratégie, d'autant plus que le Mali, moi je le dis, je peux me tromper, avait quelque chose à obtenir. Voilà. Aujourd'hui, les gens qui l'accusent d'être à l'extérieur pour menacer le Mali, on a réussi à les faire taire parce qu'à un moment donné, ils étaient un peu en train de parler, donner des déclarations. Et même, je pense qu'ils ont un peu accusé la Côte d'Ivoire d'avoir accueilli les opposants qui ont fui. Tout à fait. Je pense que tout ça, c'est une stratégie pour quand même aujourd'hui calmer les vigueurs, les ardeurs des exilés maliens qui se trouvent un peu partout en Afrique de l'Ouest. Donc quand ils disent par exemple que les sanctions n'allaient pas être mises en œuvre de façon immédiate, quelque part on se dit peut-être qu'après ils reviendront sur ces sanctions-là, peut-être voilà, histoire de donner une bonne leçon. La CEDEAO n'a pas intérêt à exacerber déjà la crise qui existe. Comme on est dans une position d'apaisement, je pense qu'ils trouveront une stratégie pour pour que le Mali, n'est-ce pas, puisse respecter ses délais par rapport à la transition. Mais sinon, on ne peut plus donner des sanctions aussi à la drastique, parce qu'aujourd'hui, l'intérêt, c'est quoi? C'est qu'il y ait un véritable apaisement en Afrique de l'Ouest. Voilà. D'accord. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a dit vouloir reprendre ses relations avec le Mali. Et quel est selon vous l'impact de ces événements-là sur la relation entre le Mali et la Côte d'Ivoire? Moi, je dirais que les relations n'ont jamais été rompues entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Les ambassadeurs sont restés en place. Les Maliens vivent paisiblement en Côte d'Ivoire. Donc, bon, il a dit reprise des relations, mais je crois que ça sera un renforcement de ces relations qui ont failli prendre un coup à un moment donné. Donc, les deux pays, historiquement, sont des pays frères. Je pense qu'avec l'histoire, avec tout ce qui s'est passé, les relations qu'on a eues déjà dans le passé, si ce n'est pas difficile de rebondir et de renforcer encore davantage les relations entre les deux pays, qui sont des pays frères, comme je disais. François Konon, à vous entendre parler, vous êtes tellement serein, un peu comme si vous banalisiez un peu... non, mais pendant ce temps... C'est parce que nous sommes au fait des choses, peut-être. Comme si vous saviez un peu ce qui allait advenir après. C'est toujours le même schéma en politique. C'est le même schéma. Ils savent qu'entre eux, parce que c'est les populations qui ne comprennent rien, mais on ne sait pas où ils se rencontrent. C'est le même schéma. Ils ont leur stratégie, ils ont leurs moyens de pression, ils ont une façon de revenir à la case départ. Et moi, je pense que la sérénité est là. Le Mali et la Côte d'Ivoire vivront toujours comme ça a été, au temps de Fouet et aujourd'hui au temps du président actuel. Donc, je pense que vous avez un peu répondu à la dernière question. Vous parlez de renforcement de ces relations. Pensez-vous qu'il y aura certainement peut-être de nouvelles choses, des liens qu'on ne connaît pas encore, je dirais? On est condamnés à vivre ensemble.
Il y a une interdépendance entre les deux pays. Le Mali a besoin de la Côte d'Ivoire pour vivre. La Côte d'Ivoire a besoin du Mali. Parce que bon, les bétails, etc., on a vraiment les activités commerciales entre les deux pays se passent. Même pendant la crise, on continuait quand même d'échanger. Je pense que les actions, les choses iront en se renforçant. Mais je répète encore, la Côte d'Ivoire et le Mali sont interdépendants. Chacun a besoin de l'autre pour vivre. Tout à fait. Donc, ce qui nous oblige à rester, malgré quelques conflits. Ça a toujours existé entre les pays. Mais ce n'est pas un fleuve tranquille, toujours dans les relations internationales. Je pense que les deux pays vont se retrouver facilement et puis remettre les choses en place. D'accord. Et par rapport à la Côte d'Ivoire, par rapport à tous ces partis politiques, par rapport à comment est-ce que les Ivoiriens je dirais, les dispositions qu'ils ont prises pour pouvoir accepter, vous avez parlé de patience. Oui. Ça aurait été peut-être dans un autre pays, les opposants, les adversaires au régime Alassane Ouattara peut-être auraient profité de cette occasion-là pour... Ben, c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours féliciter le peuple ivoirien. Ils ne sont pas un peuple belliqueux. Donc on comprend facilement quand il y a une crise, on ne jette pas de l'huile sur le feu. Ils ont été patients, ils ont été aussi stoïques comme le gouvernement ivoirien. Donc je pense qu'on doit quand même aussi féliciter l'opposition ivoirienne aussi sur un certain nombre de choses parce que c'est une question très sensible. Cette crise entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Il suffisait que des gens s'en saisissent pour que d'autres choses se passent, mais ça n'a pas été le cas. Donc on s'en réjouit aisément. Je pense que les Ivoiriens sont à féliciter. Les Ivoiriens sont à féliciter. Est-ce que vous avez un mot de fin? Le mot de fin, c'est qu'on arrive toujours à régler nos problèmes comme ça s'est passé. C'est la sagesse qui a prévalu. La Côte d'Ivoire aurait pu prendre des armes, aller réclamer ses soldats. Tout à fait. Ça n'a pas été fait. Donc, c'est la sagesse qui a prévalu. En tout cas, je pense que la Côte d'Ivoire mérite de vivre en paix, mérite d'avoir encore plus de cohésion. Et cette situation-là doit être prise comme un exemple pour régler les problèmes qui vont toujours subvenir dans notre marche commune. Merci à François Conon pour ce bel échange. Merci d'avoir répondu favorable à notre invitation. Revenez quand vous voulez. Je rappelle que vous êtes journaliste consultant, enseignant-chercheur à l'université de Cocody. Encore merci à vous de votre attention. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine édition spéciale sur notre point d'actualité. D'ici là, prenez soin de vous et restez sur A12, la chaîne d'ici et d'ailleurs.